24,6 millions de personnes qui souffrent de la faim, 11,8 millions de personnes déplacées, dont la moitié sont des enfants. 6 000 personnes tuées en 3 jours lors de la prise d'une seule ville. Des survivantes qui racontent des exécutions d'enfants, des viols utilisés comme armes de guerre, une traque menée selon des critères ethniques. Une mission d'enquête des Nations Unies a conclu, noir sur blanc, en février 2026, que ces exactions portent les signes distinctifs d'un génocide. C'est la pire crise humanitaire au monde en ce moment. Elle se passe au Soudan. Et cette semaine, elle n'était probablement pas en une de votre journal. Pas en tête de vos fils d'actualité. Peut-être pas dans les discussions autour de vous. Pourquoi ? Je suis le professeur Alexandre Delmas, et dans cette vidéo, nous allons faire ce que les médias n'ont pas le temps de faire. Comprendre ce qui se passe vraiment au Soudan depuis le début. Qui sont les acteurs? Qui finance cette guerre? Pourquoi le monde détourne-t-il le regard? Et qu'est-ce que cela dit du monde dans lequel nous vivons? Cette vidéo sera longue, parce que ce sujet le mérite. Pour comprendre ce qui se passe au Soudan en 2025 et 2026, il faut comprendre ce qu'est ce pays et ce qu'il a traversé. Le Soudan est le 3e plus grand pays d'Afrique, une mosaïque extraordinaire de cultures, de langues, d'ethnies, plus de 500 selon les anthropologues. Arabe et africain, sahélien et tropical. Musulmane en grande majorité au nord, avec des minorités chrétiennes et animistes au sud, un pays qui a toujours été à la croisée des routes commerciales et des influences. Mais c'est aussi un pays dont l'histoire moderne a été marquée par une violence quasi permanente. En 1956, le Soudan accède à l'indépendance des mains des Britanniques et des Égyptiens. Presque immédiatement, une guerre civile éclate entre le nord arabisé et le sud africain. Elle durera, avec des pauses, jusqu'en 2011, date à laquelle le Soudan du Sud devient indépendant, après un référendum soutenu par la communauté internationale. Mais même avant cette partition, le pays avait connu l'un des conflits les plus meurtriers de son siècle, le Darfour. Le Darfour est une région de l'ouest soudanais, grande comme la France, peuplée de plusieurs millions de personnes appartenant à des dizaines d'ethnies. Au début des années 2000, des groupes rebelles du Darfour, qui réclamaient plus de droits et de ressources, s'attaquent aux forces gouvernementales de Khartoum. La réponse du régime d'Omar el-Béchir est d'une brutalité qui va choquer le monde. Il déploie une milice arabe appelée les Janjaouides. Ces combattants à cheval et à moto vont brûler des villages, massacrer des populations, violer des femmes, empoisonner des puits. Entre 2003 et 2008, selon les estimations les plus soigneuses, entre 200 000 et 400 000 personnes sont tuées. 2,5 millions sont déplacés. En 2009, la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Omar el-Béchir, le premier jamais émis contre un chef d'État en exercice, pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Ce contexte est essentiel, parce que les mêmes logiques ethniques, les mêmes milices transformées, les mêmes zones géographiques sont à l'œuvre dans la guerre actuelle. En 2019, des mois de manifestations populaires font tomber le régime d'el-Béchir après 30 ans de pouvoir. L'armée, les forces armées soudanaises, les FAS, s'emparent du pouvoir, prétendant favoriser la transition vers la démocratie. Mais à côté des FAS, il y a une autre force armée qui a prospéré sous el-Béchir, les forces de soutien rapide, les FSR. Les FSR sont les héritières directes des Janjaouides. Leur chef s'appelle Mohamed Hamdan Daglo, surnommé Hemeti. Cet homme, fils de chamelier du Darfour, a bâti sa fortune et sa puissance sur l'or, les mines, les réseaux commerciaux transsahariens et le soutien des Émirats arabes unis. Il est devenu l'un des hommes les plus puissants du Soudan. Pendant 2 ans, FAS et FSR gouvernent ensemble en principe. Mais la cohabitation est une fiction. Les deux camps accumulent des armes. Et le 15 avril 2023, la fiction s'effondre. Le 15 avril 2023, à Khartoum, les combats commencent. FAS contre FSR, armée régulière contre milices paramilitaires, et dès les premiers jours, la violence atteint une intensité terrifiante. Khartoum, la capitale, une ville de plusieurs millions d'habitants, devient un champ de bataille. Les hôpitaux sont bombardés. Les générateurs de carburant tombent en panne, les habitants fuient par centaines de milliers. Les ambassades étrangères évacuent leur personnel en urgence. La communauté internationale est prise au dépourvu. Quelques semaines plus tôt, les négociations pour une transition démocratique semblaient encore sur de bons rails. Et voilà que le Soudan bascule dans une guerre fratricide qui va devenir en quelques mois la pire crise humanitaire du monde. Comment est-ce possible ? 3 raisons structurelles. Raison 1, les FSR ont la puissance de feu, mais pas la légitimité.
Les forces de soutien rapide des Métis sont, sur le papier, une force paramilitaire. Mais elles ont été armées et financées pendant des années, par le régime d'El-Béchir, puis dans le cadre d'accords avec les Émirats arabes unis. Les FSR ont fourni des soldats aux guerres au Yémen et en Libye. En échange, elles ont reçu des armes, de l'argent, de l'équipement. Au début de la guerre civile, les FSR contrôlaient rapidement une grande partie du territoire soudanais, notamment les villes portuaires du Kordofan et la majeure partie du Darfour. Leur modèle opérationnel, la mobilité, la terreur et le pillage systématique des ressources, or, bétail, commerce. Raison 2. L'armée régulière FAS a la légitimité mais des capacités militaires dégradées. Les forces armées soudanaises, dirigées par le général Al-Burhan, ont la légitimité institutionnelle mais ont subi des années d'affaiblissement délibéré sous El-Béchir, qui craignait un coup d'État militaire et préférait équilibrer les forces. Elles ont reconquis Khartoum en début 2025, mais au prix d'une destruction massive de la capitale. Raison 3, les puissances extérieures alimentent le conflit. Et c'est ici que l'analyse géopolitique devient cruciale. Les FSR reçoivent une aide matérielle en armes et en munitions des Émirats arabes unis. Ce n'est pas une accusation, c'est documenté par des enquêtes de l'ONU, d'Amnesty International et de plusieurs médias d'investigation. Des véhicules blindés émiratis, des systèmes de visée britanniques, des munitions bulgares, tout cela a été retrouvé aux mains des FSR au Darfour. Les FAS, de leur côté, reçoivent un soutien de l'Égypte et bénéficient de complicités diverses dans le monde arabe. Et la Russie, via le groupe Wagner, rebaptisé Afrika Korps après la mort de Prigojine, est présente dans plusieurs zones de conflits africaines voisines, avec des liens documentés avec les deux camps selon les périodes. Résultat, une guerre civile qui ne s'arrête pas parce que des acteurs extérieurs ont intérêt à ce qu'elle continue. Les Émirats veulent maintenir Hemeti comme partenaire commercial et stratégique au Sahel. L'Égypte veut un gouvernement soudanais faible mais contrôlable qui ne menace pas ses intérêts sur le Nil. Moscou veut une présence dans la zone et l'accès à l'or soudanais. Et le peuple soudanais paye la note. Parmi tous les épisodes de cette guerre, il en est un qui mérite une attention particulière, le siège d'El Fasher. Et sa chute le 26 octobre 2025, El Fasher est la capitale du Darfour du Nord. Une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants qui était devenue le dernier refuge pour les populations fuyant la violence des FSR dans l'ensemble du Darfour. Des camps de déplacés s'étaient de former autour de la ville, le camp de Zamzam notamment, qui abritait des centaines de milliers de personnes. À partir de début 2024, les FSR mettent El Fasher sous siège, 30 000 combattants des FSR contre 8 000 soldats de l'armée et leurs alliés. Le siège dure 500 jours. 500 jours pendant lesquels l'aide humanitaire peine à rentrer, pendant lesquels les civils manquent de tout, pendant lesquels les appels au Conseil de sécurité de l'ONU se multiplient, sans résultat concret. Le 26 octobre 2025, après 500 jours de siège, les FSR prennent El Fasher. Et ce qui se passe dans les jours qui suivent est documenté par la mission d'enquête indépendante de l'ONU dans un rapport publié en février 2026. Ce rapport est d'une noirceur absolue. Ils sont entrés dans notre quartier en criant. Ils cherchaient les hommes. Mon mari et mon fils ont essayé de fuir par l'arrière de la maison. Je les ai vus courir. Je ne les ai pas revus. Ce témoignage et des centaines d'autres similaires figurent dans le rapport de la mission internationale indépendante d'établissement des faits sur le Soudan. Les enquêteurs ont documenté des meurtres ciblés en fonction de critères ethniques, des violences sexuelles systématiques, des déclarations publiques de commandants FSR appelant explicitement à vider El Fasher des phalangiates, terme désignant les communautés non arabes, en particulier les Agawa et les Furs. La mission conclut, l'intention génocidaire est la seule conclusion raisonnable que l'on puisse tirer des agissements systématiques des FSR. 6 000 personnes ont été tuées dans les 3 premiers jours de l'offensive finale, selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. 4 400 à l'intérieur de la ville, 1 600 dans leur fuite. Ce rapport de l'ONU est sorti le 19 février 2026. Il est parmi les documents les plus graves publiés par une instance internationale depuis des années. Et pourtant, et c'est ici que l'analyse géopolitique rejoint la question morale, il n'a pas déclenché de réponse internationale à la mesure des faits qu'il décrit. Des sanctions ont été prononcées. Les États-Unis ont sanctionné 3 commandants des FSR. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont pris des mesures similaires. Mais aucune intervention.
aucun mécanisme de protection des civils, le plan de réponse humanitaire 2026, destiné à aider plus de 20 millions de personnes, reste gravement sous-financé. Pourquoi cette indifférence? C'est la question centrale de cette vidéo, et elle mérite une réponse honnête. Raison 1. La hiérarchie de l'attention médiatique. Le monde médiatique fonctionne selon des logiques d'attention. Et ces logiques sont influencées par la proximité géographique, la présence de ressortissants occidentaux, les intérêts économiques et politiques des grandes démocraties. La guerre en Ukraine a mobilisé une couverture massive parce qu'elle touche un pays européen, qu'elle implique des millions de réfugiés en Europe, qu'elle met en jeu la sécurité de l'ensemble du continent. Le conflit israélo-palestinien mobilise parce qu'il touche des cordes identitaires et religieuses profondes dans les sociétés occidentales. Le Soudan, lui, est un pays lointain pour la plupart des téléspectateurs européens. Il n'y a pas de ressortissants français en grand nombre parmi les victimes. Il n'y a pas de hashtag viral, il n'y a presque pas d'images, parce que les journalistes ne peuvent pas entrer dans les zones de combat. L'absence d'images dans le monde contemporain, c'est presque l'absence de réalité. Raison 2. Les intérêts des grandes puissances bloquent l'action. Le Conseil de sécurité de l'ONU est le seul organe international qui pourrait autoriser une intervention ou des mesures coercitives contre les belligérants. Mais le Conseil de sécurité est bloqué. La Russie et la Chine y disposent d'un droit de veto. Et ni l'une ni l'autre n'a intérêt à des mesures fortes. La Russie, parce qu'elle a ses propres intérêts au Sahel et des liens avec les deux camps. La Chine, parce qu'elle est le principal partenaire commercial de nombreux pays africains et refuse tout précédent d'intervention. Et les États-Unis, sous Trump, ont réduit leur présence diplomatique et leur aide internationale. La USAID a subi des coupes massives, y compris l'aide humanitaire à destination du Soudan. Raison 3, la fatigue des crises. Depuis 2020, le monde a traversé une pandémie, une guerre en Ukraine, une crise au Moyen-Orient, des tensions en Asie, des crises climatiques à répétition. Les opinions publiques et les gouvernements sont en état de surcharge cognitive et émotionnelle. Les psychologues, qui étudient la réponse aux crises humanitaires, ont un terme pour ça, compassion-fatigue. La fatigue de la compassion. Quand une crise dure trop longtemps, quand les images du malheur se succèdent sans fin, quelque chose se déconnecte dans le cerveau humain. L'empathie se ferme, non pas par indifférence morale, mais par mécanisme de survie psychologique. Le résultat est une équation terrible. Plus une crise est longue et intense, moins elle mobilise. Le Soudan est en guerre depuis 2023 et l'attention internationale n'a fait que décliner. Lors de la réunion du Conseil de sécurité, la coordinatrice humanitaire de l'ONU, Clémentine Nkweta Salami, dresse un tableau d'une noirceur absolue. 3 ans après le début du conflit au Soudan, les besoins humanitaires dépassent largement la capacité de réponse, dit-elle. Elle cite les chiffres 24,6 millions de personnes en insécurité alimentaire, 11,8 millions de déplacés, un plan de réponse gravement sous-financé. Sur les 15 membres du Conseil de sécurité, la plupart expriment leurs préoccupations. Et puis le Conseil se sépare sans action concrète. Comme lors de la réunion précédente, et de celle d'avant, c'est ce que les diplomates appellent, avec un cynisme résigné, gérer l'inacceptable. Vous vous posez peut-être la question: pourquoi cette crise lointaine me concerne-t-elle? 3 raisons concrètes. Première raison, les migrations. Le Soudan est le pays qui génère l'une des plus grandes vagues de déplacements au monde. Ces déplacements ne restent pas au Soudan. Ils débordent vers le Tchad, l'Égypte, l'Éthiopie, la Libye. Et de la Libye, ils atteignent les côtes méditerranéennes. L'Europe est directement concernée par la déstabilisation du Soudan, même si les chaînes de causalité sont longues. La stabilisation de l'Afrique subsaharienne n'est pas une question de charité, c'est une question d'intérêt bien compris pour les sociétés européennes. Deuxième raison, les armes européennes au Darfour. Des enquêtes ont documenté la présence de matériel militaire européen, système de visée britannique, munitions bulgares, dans les mains des FSR. Via les Émirats arabes unis, des armes dont les gouvernements européens ont autorisé l'exportation se retrouvent aux mains de milices accusées de génocide. Ce n'est pas une accusation abstraite. C'est une responsabilité politique concrète que les parlements européens, dont le Parlement européen, ont commencé à débattre. Troisième raison, le précédent. Si les crimes documentés au Soudan, des actes de génocide selon la mission ONU, n'entraînent aucune conséquence pour leurs auteurs, quel message est envoyé au monde? Que les crimes de masse peuvent être commis impunément tant qu'ils concernent un pays suffisamment lointain et suffisamment peu médiatisé? Ce précédent ne reste pas confiné au Soudan. Il est enregistré par chaque régime autoritaire du monde.
Il affaiblit la Cour pénale internationale dont la crédibilité repose sur la conviction que les mandats d'arrêt ont un sens. Il affaiblit l'ensemble du système de droit international humanitaire construit depuis 1945. Les scénarios. Scénario 1, fragmentation durable. Le Soudan se divise de facto en 2 zones de contrôle. L'armée régulière à l'est et dans certaines régions du centre, les FSR à l'ouest et au Darfour. Une somalisation, un État formellement unifié mais réellement fragmenté entre zones de guerre et zones de paix précaires. Ce scénario est malheureusement le plus probable à court terme. Scénario 2, victoire militaire de l'un des camps, soit les FAS réussissent à reconquérir le Darfour et à défaire militairement les FSR. Soit les FSR consolident leur contrôle et cherchent une légitimité internationale. Dans les 2 cas, la reconstruction serait colossale. Des villes entières ont été détruites. L'économie est à l'arrêt, la famine s'est installée dans des zones entières. Scénario 3, médiation internationale efficace. Une conférence internationale, à l'image de celle organisée à Londres en avril 2025, aboutit à un vrai processus de paix avec des garanties solides pour les civils, un accès humanitaire et un chemin vers la reconstruction. Ce scénario nécessiterait un engagement américain fort, une pression réelle sur les Émirats arabes unis pour couper leur soutien au FSR et une volonté politique internationale que l'on ne voit pas encore clairement. Si nous vous avions tué en 2003, vous ne seriez pas revenu en 2023. Cette phrase, prononcée par des combattants des FSR à El Fasher, figure dans le rapport de la mission ONU. Elle relie la guerre d'aujourd'hui au génocide du Darfour d'il y a 20 ans. Elle dit quelque chose de profond sur la nature des cycles de violence qui ne se ferment jamais vraiment. Ce qui se passe au Soudan n'est pas un accident. C'est le produit de décennies de mauvais choix, intérieurs et internationaux. De régimes qui ont utilisé la violence ethnique comme outil politique, de puissances extérieures qui ont fourni des armes sans vérifier ce qu'on en faisait. D'une communauté internationale qui a regardé ailleurs, au mauvais moment, trop souvent. Et cela nous concerne parce que le monde est petit. Parce que les crises ignorées reviennent toujours, sous d'autres formes, dans d'autres endroits. Parce que la pire crise humanitaire au monde ne devrait pas être une phrase qu'on lit une fois et qu'on oublie. C'est la raison d'être de cette chaîne. Regarder ce qu'on préfère ne pas regarder, comprendre ce qu'on préfère ne pas comprendre. Parce que la lucidité est le seul antidote à l'indifférence. Je suis le professeur Alexandre Delmas. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui ne savait pas ce qui se passait au Soudan. C'est peut-être la chose la plus simple et la plus utile que vous puissiez faire ce soir. Et dites-moi en commentaire, saviez-vous l'ampleur de cette crise avant de regarder cette vidéo ? À très bientôt